Alors, j'espère que tout le monde a bien mangé. I hope everybody had a good meal. Nous sommes rendus à notre dernier panel. Nous avons avec nous Anne-Marie Laflamme, Richard Johnston et Dalia Gesualdi-Fecteau. Alors, on va commencer sans tarder avec Anne-Marie qui va nous entretenir sur le concept d'employeur. Alors, bonjour. Je vais essayer de vous garder réveillés. Parfois, après le dîner, c'est pas toujours facile. Je veux d'abord remercier les organisateurs, Catherine Lippel en particulier, pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici pour partager avec vous mes réflexions sur la notion d'employeur et sur la responsabilité en matière de santé et de sécurité du travail. Ma présentation se déroule en 3 parties. D'abord, je rappellerai brièvement les difficultés que pose le concept d'employeur dans le droit du travail actuel. J'exposerai ensuite la responsabilité de l'employeur en matière de santé et de sécurité du travail, d'abord en brossant un tableau très général des lois canadiennes et ensuite en fournissant 2 exemples, l'un issu de la Colombie-Britannique et l'autre du Québec, pour démontrer les limites de nos définitions législatives. Et finalement, je conclurai en proposant quelques pistes de solutions en faveur d'un changement de paradigme. Le concept d'employeur et le droit du travail. Le concept d'employeur est au cœur de nos lois du travail. Il permet d'identifier le responsable des obligations légales et c'est à travers lui qu'on définit les notions d'employé et de travailleur. Malgré toute l'importance que lui ont accordé les législateurs, les contours de ce concept demeurent flous en raison des nouveaux modes d'organisation du travail. Cette situation est susceptible de compromettre l'efficacité des droits, sans compter qu'elle est source de litiges devant les tribunaux. Depuis les 30 dernières années, les entreprises ont adopté de nouveaux modes d'organisation du travail afin de rationaliser les opérations et de maximiser les profits. Ces stratégies ont aussi parfois pour but de se soustraire aux obligations qui incombent aux employeurs en vertu des lois du travail. En effet, nos lois du travail imposent des obligations aux employeurs à l'égard de leurs employés. Or, les nouvelles stratégies utilisées, telles que le recours à la sous-traitance, à des chaînes d'approvisionnement, à des agences de location de personnel ou aux contrats de franchise, font en sorte qu'il est de plus en plus difficile de déterminer qui est l'employeur et qui est l'employé. D'une part, plusieurs travailleurs sont qualifiés d'indépendants, échappant ainsi complètement à la protection de plusieurs lois du travail. D'autre part, les attributs de l'employeur sont souvent partagés entre plusieurs entités. L'un détermine les conditions de travail, l'autre choisit les moyens d'exécution et parfois un troisième acteur s'occupe de la supervision directe. Et ces nouveaux modes d'organisation n'iront pas en diminuant puisque la flexibilité dans les entreprises est de plus en plus encouragée. Même en Europe, où l'intermédiation du travail et la sous-traitance ont traditionnellement été encadrées, on tend à déréglementer ces activités pour favoriser le marché de l'emploi. Selon les auteurs et la jurisprudence, la notion d'employeur doit être définie en fonction du contexte. On retrouve d'ailleurs plusieurs modèles dans nos lois du travail canadiennes. Parfois, on reconnaîtra que des employeurs distincts peuvent être considérés comme constituant un employeur unique lorsqu'ils exploitent des entreprises associées ou connexes dont ils assument ensemble la direction. Mais toutefois, dans la plupart des lois, la fonction d'employeur incombe à une seule entité. On cherchera alors à identifier le véritable employeur en fonction de la définition légale et en fonction des objectifs de la loi. En 1997, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Ville de Pointe-Claire, une affaire en provenance du Québec, reconnaissait que ces interprétations contextuelles pouvaient susciter des incohérences, puisqu'un employé pouvait avoir des employeurs différents en fonction de la loi concernée. Elle invitait le législateur à trouver des solutions, un appel qui est resté sans réponse. Plus récemment, dans l'arrêt Dionne, la Cour suprême réaffirmait la spécificité des définitions en matière de santé et de sécurité du travail. J'examinerai maintenant la responsabilité de l'employeur dans les lois canadiennes en matière de santé et de sécurité du travail et je tenterai d'illustrer au moyen de 2 exemples les limites inhérentes aux définitions législatives.
Les lois des provinces canadiennes en matière de santé et de sécurité du travail comportent des définitions très diverses de la notion d'employeur. Certaines définitions sont relativement souples et dépassent les frontières du contrat de travail. Si on regarde, par exemple, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, la notion d'employeur réfère à une personne, et là, c'est la définition du milieu, je ne vous les lirai pas toutes, comme étant « a person who employs one or more workers or contracts for the services of one or more workers ». Parfois, la loi inclut expressément les entrepreneurs et les sous-traitants, comme c'est le cas en Ontario, où l'on retrouve l'une des définitions les plus larges. D'autres définitions sont par contre plus restrictives. Par exemple, en Colombie-Britannique et au Québec, on définit l'employeur en fonction de l'existence d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage. Les lois canadiennes imposent à ces employeurs des obligations générales et des obligations spécifiques. Certaines obligations sont d'application neutre, par exemple les normes techniques, comme celles relatives aux équipements, aux établissements au niveau de bruit, et d'autres sont d'application personnelle à l'égard du travailleur, un concept qui sera lui aussi défini plus ou moins largement selon les provinces. Il s'agira, à titre d'exemple, des obligations relatives à la formation, à l'information, aux méthodes et techniques de travail. L'ensemble de ces règles, et en particulier l'identification de l'employeur responsable de leur mise en œuvre, suscite des litiges et par voie de conséquence une méconnaissance des droits et des obligations de chacun. Compte tenu du peu de temps qui m'est alloué, je me limiterai à fournir 2 exemples. Dans les 2 cas, les issues ont finalement été favorables à la protection des travailleurs, mais ils démontrent toutefois la complexité des situations. D'abord, un exemple issu de la Colombie-Britannique. Comme mentionné précédemment, le concept d'employeur est défini assez restrictivement dans la loi de la Colombie-Britannique. Toutefois, les obligations légales sont étendues et là, je vois que quand c'est en jaune, franchement, on ne voit pas grand-chose. Alors, je vais vous le lire en français, puis il y en a un petit bout en anglais. Finalement, les obligations s'étendent non seulement aux travailleurs de l'employeur, mais aussi à tous les travailleurs qui sont présents sur les lieux de travail où l'employeur exerce ses activités. Alors, vous voyez, on revient toujours, c'est un peu circulaire, on revient toujours à cette notion d'employeur. Ces règles ont suscité un débat jusqu'en cour d'appel de la Colombie-Britannique dans le contexte des contrats de franchise. La Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui est en fait la Cour supérieure de la province, a décidé que la compagnie Petro-Canada, une entreprise canadienne spécialisée dans l'exploitation et la commercialisation du pétrole, n'était pas responsable de la sécurité des travailleurs de ces stations-service puisque celles-ci étaient opérées par des franchisés. Cette affaire faisait suite à un vol commis dans une station-service à l'occasion duquel un jeune travailleur avait été menacé à la pointe d'un couteau. Une ordonnance fut émise à Petro-Canada de prendre les mesures nécessaires afin d'aménager les lieux de travail de manière à isoler les préposés des clients. Petro-Canada répliqua qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable puisque les préposés n'étaient pas ses employés et qu'ils ne travaillaient pas non plus ni pour elle, ni sur ses prémices. Alors, on revenait à la définition légale. Pour Petro-Canada, seuls les franchisés étaient donc responsables de la sécurité des préposés. Et la Cour suprême de la Colombie-Britannique accepta ces arguments. Heureusement, cette décision fut cassée par la Cour d'appel en 2009. La Cour conclut que la responsabilité de Petro-Canada devait être reconnue parce que celle-ci exerçait, dans les faits, un contrôle direct sur les opérations et sur les lieux de travail. En effet, la preuve avait démontré que les franchisés étaient obligés de se soumettre à ces directives très claires et très précises en ce qui a trait à l'aménagement des lieux de travail. On remarque que cette décision, bien que favorable, est fondée sur le lien de contrôle important exercé par le franchiseur sur le franchisé en l'espèce. Examinons maintenant la situation au Québec. D'abord, je rappelle les articles de loi qui sont applicables. L'article 51 impose à l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Je souligne, parce que je pense que je me dois de le faire, c'est quand même assez innovant comme disposition, qu'en 2009, le législateur québécois a ajouté un article 51.1 qui s'applique à la personne qui n'est pas un employeur. Et cette personne qui n'est pas un employeur, elle doit respecter les obligations imposées à un employeur lorsqu'elle n'a pas de travailleur aux fins de son établissement.
Alors, à première vue, quand on lit cette disposition-là plus rapidement, on se dit, mais mon Dieu, c'est fantastique, ça règle beaucoup de choses. Mais finalement, malheureusement, ça ne règle pas tant de choses parce que ça s'applique uniquement aux employeurs qui n'ont pas d'employés à leur emploi, c'est-à-dire ceux qui œuvrent uniquement en utilisant, par exemple, des travailleurs d'agences de location de personnel. C'est une innovation, c'est bien clair, mais ça ne règle pas la situation de la détermination de l'employeur véritable lorsqu'il y a plusieurs employeurs qui partagent les attributs à l'égard des mêmes travailleurs. Sur le plan jurisprudentiel au Québec, et là, les juristes québécois n'apprendront rien de nouveau, mais c'est quand même intéressant de voir l'évolution qui s'est faite sur une période de 12-15 ans. Les tribunaux ont d'abord adopté une approche restrictive fondée sur le contrat de travail traditionnel, limitant l'obligation de l'employeur à ses propres travailleurs et non à ceux d'un sous-traitant. Alors, dans cette affaire, Produits forestiers Donahue, une entreprise forestière avait conclu un contrat de camionnage pour le transport de ses résidus de production. Mais la méthode de chargement s'avérait non sécuritaire puisqu'elle obligeait les camionneurs à monter sur le dessus de leur remorque pour aplanir les copeaux afin d'installer leur bâche, leur espèce de toile là, qu'ils doivent installer avant de partir sur la route. Et ceci entraînait évidemment un risque important de chute. Alors, l'inspecteur de la CSST émit un avis de correction à la compagnie Donahue exigeant que la méthode soit modifiée. Donahue plaida qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable de la sécurité des travailleurs des sous-traitants puisque celle-ci incombait à leur employeur, la compagnie de transport, même si les activités de chargement étaient effectuées par les employés de Donahue. La Commission des lésions professionnelles, qui était le tribunal administratif de dernière instance, confirma cette interprétation, ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de considérer les liens ni le pouvoir économique entre les deux entreprises. Seul l'employeur Donahue était responsable. Heureusement, dans des dossiers plus récents, la tendance a changé. Un dossier fut porté jusqu'à la Cour d'appel du Québec qui a reconnu en 2012 la responsabilité d'un employeur à l'égard de la sécurité des travailleurs d'un sous-traitant, justifiant toutefois, encore une fois, cette décision-là par la notion de contrôle. Alors, il s'agissait de la compagnie Sobeys, un fournisseur de produits alimentaires qui avait confié l'entretien de ses chambres froides à une entreprise de réfrigération. Et l'un de ses employés, en voulant monter sur le toit d'une chambre froide pour investiguer une fuite de gaz, avait vu le toit céder sous son poids et s'était blessé grièvement. Alors, la Cour d'appel du Québec, finalement, a reconnu que comme seul Sobeys était en mesure de modifier son établissement, il devait être tenu responsable de l'aménagement des lieux de travail, même si l'employé blessé n'était pas un de ses employés. Cette interprétation fut suivie par la suite. En 2013, dans une affaire impliquant Olimel, un travailleur avait eu le bras happé par un convoyeur en mouvement alors qu'il le nettoyait à l'aide d'un pistolet à eau. Et il s'avérait que les opérations d'assainissement avaient été confiées à un sous-traitant qui lui-même avait engagé des employés d'une agence de location de personnel pour faire le travail, dont évidemment le travailleur blessé. Alors, Olimel, le donneur d'ouvrage, prétendit qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable de la méthode de travail non sécuritaire utilisée par les travailleurs. Et finalement, le tribunal donna raison décida d'opter pour la protection du salarié en évaluant la preuve et déterminant que finalement, Olimel, dans les faits, donnait des directives et des procédures très claires aux sous-traitants sur la façon d'exécuter le travail. Alors, comme il exécutait une autorité directe sur les méthodes de travail et sur la formation donnée aux travailleurs, la Cour, le tribunal conclut que l'article 51 devait être appliqué à ceux qui ont la gestion effective des obligations qu'il comporte. Dans le cas de ces litiges que nous venons d'examiner, les tribunaux ont donc finalement reconnu la responsabilité de l'employeur à l'égard de travailleurs à l'emploi d'un tiers. Ces décisions constituent une avancée favorable par rapport à la situation antérieure. Toutefois, elle démontre que l'identification de l'employeur responsable sera faite en fonction des faits propres à chaque cas, en recherchant celui qui avait le contrôle effectif sur les conditions de travail dangereuses. Et je pense que cette interprétation suscite des questionnements. D'abord, l'employeur qui a la gestion effective de la situation dangereuse contrôle-t-il vraiment les conditions d'exécution du travail? À cet égard, on sait fort bien que les petits sous-traitants disposent de moyens beaucoup plus limités que les grandes entreprises lorsqu'il s'agit de l'adoption de mesures de prévention.
De plus, au lieu d'encourager les donneurs d'ouvrage à prendre en charge la santé et la sécurité, cette interprétation jurisprudentielle pourrait les inciter à déléguer leurs obligations. Par exemple, la fourniture des équipements de sécurité, la formation, l'adoption des procédures de travail à des sous-contractants, des franchisés ou des sous-traitants pour se dégager de toute responsabilité. Ces exemples démontrent aussi que le respect des obligations relatives à la santé et à la sécurité, envisagées en fonction du contrôle exercé par chaque employeur, risque d'entraîner une responsabilité scindée plutôt que partagée. Aussi, nos définitions législatives comportent des limites intrinsèques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Un changement de paradigme. Dans cette perspective, un changement de paradigme pourrait effectivement être utile afin de mieux protéger l'ensemble des travailleurs. Le concept même d'employeur ne semble plus adapté aux nouvelles réalités et pourrait être évacué au profit d'une responsabilité incombant à ceux qui génèrent des risques par leur activité économique. En effet, la CSST n'est pas qu'une affaire de droit du travail, c'est aussi une question de santé publique. Et l'identification de la personne responsable des obligations en cette matière devrait être envisagée dans une perspective évolutive en tant qu'entité susceptible de multiples transformations à travers les fusions, acquisitions et diverses stratégies d'externalisation de ces activités. Bon. Un petit ralentissement. Tu vas arrêter les minutes, Stéphanie? Ah, voilà. OK. On peut repartir. Merci. Tu as beaucoup de pouvoir, hein? Voilà. Alors, donc, le concept d'employeur est-il encore pertinent? Prenant en compte les objectifs des lois en matière de santé et de sécurité du travail et l'importance des droits fondamentaux qu'elles protègent, la responsabilité devrait être reliée à l'activité de travail plutôt qu'à la relation d'emploi ou au contrôle effectif sur les conditions d'exécution du travail. C'est ce que je vous soumets tout le moins. Cette responsabilité devrait être partagée, ce qui constituerait un incitatif important afin que les activités externalisées soient confiées à des partenaires fiables. À titre d'exemple, le législateur australien a retenu le concept de « person conducting a business or undertaking » plutôt que le concept d'employeur, tout en précisant que les obligations qui lui incombent ne peuvent pas être déléguées. Selon ce modèle, lorsque plusieurs personnes détiennent cette responsabilité, elles ont une obligation de coopération et de collaboration. Ce concept pourrait remplacer avantageusement celui d'employeur afin d'assurer la mise en œuvre du droit fondamental à la protection de la santé dans tous les lieux de travail et sans égard au statut d'emploi. Et je m'arrête ici sans m'aventurer plus loin sur le terrain du droit australien puisque le prochain présentateur est un spécialiste en la matière. Merci.